Ah. Stop right here. Close your eyes. What for? Close. Do you trust me? With my life, apparently. Oh, well then give me your hand. Come on. Almost there. Okay. Open your eyes. Ouvre les yeux. Regarde-moi. Et en un regard, je plonge en toi. Quand j'étais enfant ou adolescent, j'ai toujours eu un peu de mal à regarder les gens dans les yeux. Je trouvais ça vraiment trop invasif, trop intense, trop intime. Dans un regard, il y a tellement de choses à analyser, tellement de choses à ressentir. Et c'est pas étonnant que notre empathie, nos émotions passent principalement par les yeux. L'œil, c'est ce qu'on a en commun avec presque tous les animaux. De l'insecte le plus minuscule et étrange aux baleines gigantesques. Les yeux sont vraiment comme un miroir du monde qui nous entoure, qui représente un peu notre connexion avec les autres. Dans tout le monde animal, le regard a une importance fondamentale dans le rapport aux autres. Ça peut être vu comme une provocation, une invitation à la violence par certains, ou une preuve d'amour par d'autres animaux. Et nous, en tant qu'humains, on a vraiment des yeux particuliers, avec ce blanc qui délimite une pupille colorée, qui montre bien la direction de notre regard. Et ça donne vraiment un grand indice sur ce qu'on pense, sur ce qu'on veut ou sur ce qu'on fuit. Et c'est fou tout ce qui peut passer dans un seul regard, en quelques secondes. Un regard de souffrance peut faire frémir n'importe quel bourreau, ou un regard passionné peut faire vibrer tant d'amoureux. Et c'est déjà beaucoup de ressentir toute une personne dans une fraction de seconde. Mais c'est sûrement encore plus difficile de savoir que la personne qu'on regarde, elle aussi, elle lit en nous comme dans un livre ouvert. Quand je regarde quelqu'un dans les yeux, ça peut à la fois me donner un moment d'empathie absolue, de connexion presque mystique, où je ressens toutes les émotions de cette personne, mais ça peut aussi créer un moment de grande vulnérabilité. Et ce rapport au regard, il a sûrement contribué à créer une obsession chez moi pour la figure de l'œil dans l'art. Sur mon ordinateur, j'ai un dossier qui s'appelle juste Art, et dans lequel j'ai compilé depuis des années des centaines et des centaines d'œuvres. Et j'étais obligé de me rendre compte que dans ce dossier, il y avait très souvent des yeux qui revenaient. Et je pense que l'œil, c'est un symbole qui me parle particulièrement, parce qu'il peut faire passer tant d'émotions, de la haine, de la tristesse, de la mélancolie. Et c'est un des symboles que je retrouve souvent dans mon dossier. Je retrouve souvent aussi des portes qui représentent quelque chose qui est caché, un après, ou encore d'autres symboles comme les labyrinthes, les spirales, les mains. Mais les yeux, ils ont vraiment une place particulière dans mon univers. C'est pas pour rien que cette chaîne s'appelle L'envers du regard. Ce nom, L'envers du regard, il signifie pas mal de choses pour moi. C'est un peu ce qui se passe derrière le regard, notre envers du décor à nous. Et dans le logo de L'envers du regard, le symbole de l'œil qui se révulse, me plaît particulièrement.
Pour moi, c'est une façon de représenter le fait de se tourner vers notre monde intérieur. Un œil qui se retourne, il regarderait vers son cerveau, vers ce qui fait notre conscience, nous-mêmes. Et je trouve qu'il y a beaucoup de beauté dans ces mondes intérieurs que l'on crée. Notre imaginaire, nos rêves, notre conscience. Et ce symbole de l'œil qui se révulse, il renvoie aussi souvent vers une idée qu'on se fait d'un état second. Quelqu'un qui ferait un trip sous hallucinogène très intense, ou quelqu'un qui s'évanouit pour rejoindre un monde de rêve, ou bien qui serait à l'article de la mort. Et tous ces moments de bascule vers un autre monde, je les trouve très intéressants. Donc ce symbole, il représente vraiment bien pour moi l'importance du monde, des songes, de l'imaginaire ou des rêves. Et il est tellement important pour moi que je me le suis fait tatouer. Pourtant, je suis pas le genre de personne qui se tatoue beaucoup. J'ai toujours peur qu'avec le temps, je sois plus en accord avec une esthétique ou un message. Et le fait de l'avoir gravé sur ma peau, ça rend ça très définitif. Mais pour ce symbole de l'œil, je sais que j'aimerais toujours visiter mon univers intérieur. Et juste avant, quand je disais que le symbole de l'œil était un peu une obsession pour moi, c'était pas un euphémisme. J'ai au final répertorié plus de 5120 œuvres d'art, que ce soit des tableaux, des photos, des extraits vidéo. Et là, tout ce que vous voyez défiler devant vous, ça fait partie de ma collection privée. Et c'est avec plaisir que je vous ouvre les portes de mon musée de l'obsession du regard. Dans cette collection, il y a beaucoup d'œuvres qui restent aux archives, qui sont perdues dans les limbes de mes dossiers. Je les consulte rarement, mais aujourd'hui je les ai quand même rassemblées ici pour vous. Dans ce musée que je me suis créé, j'aime bien quand des regards portent une émotion, quand il y a quelque chose qui traverse l'écran pour me toucher. Là, je vous montre qu'une petite partie de mes collections, parce que ce serait trop long de tout explorer. 5000 œuvres pour une vidéo de quelques dizaines de minutes, c'est sûrement un peu trop. Et en fait, en explorant les plus de 5000 pièces de ma collection, il m'est venu une idée. J'aurais bien aimé vous les montrer toutes et qu'elles s'expriment en même temps pour représenter ce qu'un regard peut me faire ressentir dans l'art. Et c'est donc comme ça que j'ai eu l'idée de faire une gigantesque mosaïque. J'ai largement assez de matière pour ça. Et dans ce musée, si vous prenez assez de recul, en le regardant d'assez loin, vous verrez qu'il vous regarde lui aussi. Puisque j'avais beaucoup de matière et du temps pour nourrir mon obsession du regard, j'ai voulu essayer de faire quelque chose que je n'ai jamais vu ailleurs. Faire une mosaïque avec des centaines de photos, c'est déjà bien, c'est intéressant. Mais je me suis demandé si, avec toutes ces pièces, est-ce que mon musée pourrait pas prendre littéralement vie, lui aussi? Il faut faire attention avec les obsessions, parce que quand vous regardez dans l'abysse, c'est aussi l'abysse qui regarde en vous. Vous voyez ce moment où vous croisez le regard de quelqu'un et pendant un instant, il se passe quelque chose de presque surnaturel. À ce moment-là, si vous déviez le regard, c'est la fin de quelque chose. Et tenir le regard plus longtemps, c'est lui donner un autre sens. En fait, un regard intense, ça se joue généralement en quelques dixièmes de seconde. Et je pense que c'est pour ça que c'est souvent des tableaux ou des photos qui ont les regards les plus intenses et marquants. Quand un peintre, un dessinateur, un photographe réussit par miracle à capturer cet instant presque magique, ça donne tout de suite des œuvres qui percent immédiatement nos émotions. Je pense que les regards qui m'ont le plus marqué dans l'art pictural, ce sont ceux qui laissent transparaître une certaine folie. Dans mon musée, j'ai pas mal d'œuvres qui représentent des regards qui sont empreints d'une certaine folie. Pour citer un classique, par exemple, j'ai L'Ange déchu de Alexandre Gabanel. Et je trouve que dans ce tableau qui est connu, il a vraiment su admirablement figer un regard de pure haine, de pure rancœur. Dans ce tableau, on y voit Lucifer expulsé du paradis, qui regarde avec haine les autres anges qui montent au ciel.
Et ce regard, noyé dans les larmes, je trouve qu'il représente si bien la rancœur et la frustration que Lucifer porte en lui. J'aimerais aussi vous parler d'une de mes œuvres préférées de Francisco de Goya. C'est le aussi très connu Saturne dévorant son fils. Sur cette toile, le regard de Saturne me glace le sang. La scène, elle a une certaine violence graphique. Le cannibalisme, l'infanticide, un humain décapité, du sang, c'est pas beau à voir. Mais je trouve que c'est pas ça le pire. Si Saturne avait l'air d'un sanguinaire, d'un énième monstre anthropophage, ça irait. Mais là, son regard, il ressemble beaucoup plus à un appel à l'aide. Et ce genre de regard de détresse posé sur un visage de quelqu'un qui est en train de commettre un acte horrible, ça donne un contraste qui est saisissant, qui témoigne vraiment d'une certaine folie. C'est un peu comme s'il était contraint de s'adonner à cet acte macabre par une force supérieure ou une pulsion incontrôlable. Et c'est ça qui rend ce monstre terriblement humain et qui nous force presque à avoir de l'empathie pour lui par son regard et à ressentir vraiment l'horreur de ce qu'il fait. En parlant de Goya et de son talent incroyable pour figer un regard rempli d'émotions, je peux pas m'empêcher de vous montrer aussi ces deux autres toiles qui sont pour moi des chefs-d'œuvre. Ils ont vraiment réussi à capturer un moment fort dans les émotions de leurs personnages. Je voulais d'abord vous montrer ce tableau d'Ilya Repin qui s'appelle Ivan le Terrible tuant son fils. Le tableau représente le tsar russe juste après un moment où, dans un coup de colère, il a tué son fils. Et le peintre a vraiment réussi à capturer ce moment quelques secondes après l'acte où on le voit instantanément regretter son geste fou et laisser jaillir un regard rempli de remords et d'incompréhension. Je trouve que la scène est vraiment saisissante, que ce soit par le regard effaré du tsar ou même celui de son fils qui semble déjà s'être abandonné à la mort. Et je ne pouvais pas ne pas citer le tableau Le Désespéré de Gustave Courbet. Cette toile, c'est un autoportrait de l'artiste qui semble se regarder lui-même dans les yeux, pris d'un effroi terrible. Et cette manière qu'il a d'écarquiller les yeux, de s'agripper les cheveux, ça donne vraiment l'impression qu'en peignant cet autoportrait, l'artiste a vu son propre fantôme. Enfin, je voulais terminer cette partie sur les regards empreints de folie en vous parlant d'une scène du manga Berserk de Kentaro Miura. Au tome 17, il y a quelques cases qui m'ont laissé un petit trauma. Alors, pour être tout à fait honnête, j'avais pas lu le manga jusque-là. Je m'étais arrêté un peu avant, et c'est seulement par le hasard que je suis tombé sur cette scène en traînant sur Reddit. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça me marque autant. Pour résumer grossièrement ce qui se passe, il y a une jeune femme nommée Farnèse qui est coincée, nue et ligotée dans un lieu infernal rempli d'horreurs monstrueuses. L'endroit est peuplé de chiens diaboliques à deux têtes, de sortes d'agglomérats de chair avec un visage faussement humain et beaucoup d'autres créatures démoniaques. Et alors que Guts, le héros du manga, utilise son épée gigantesque comme à son habitude pour découper des centaines de créatures, la jeune femme, elle, reste un peu à l'écart. Elle essaye de trouver une échappatoire quand elle voit un cheval un peu malade, mais qui est sûrement sa meilleure opportunité. Et alors qu'elle s'approche difficilement de l'animal, avec lequel elle pense être sauvée, le cheval se retourne vers elle et la fixe d'un regard terrible, rempli d'une pure folie démoniaque. Ce regard, qui est comme celui de Saturne qui dévore son fils, c'est un terrible mélange d'effroi et de folie qui m'a vraiment glacé le sang la première fois que je l'ai vu. Les traits légèrement humanisés du cheval, cette bouche mousseuse, ça rend tout de suite la scène vraiment horrible. Et je vous épargne les détails, mais alors que le cheval anthropomorphique immobilise la jeune femme, il la fixe avec ses yeux dérangeants. Alors qu'il s'apprête à faire quelque chose d'encore plus immonde, le héros Guts intervient heureusement à temps et tranche la tête du cheval.
Je trouve que c'est extrêmement difficile sur une œuvre figée de représenter un regard rempli d'émotions, et ça relève sûrement d'une sorte de génie de trouver les traits parfaits pour avoir autant de subtilité dans un regard. Mais c'est sûrement encore plus difficile dans une séquence en mouvement, dans un film, une vidéo, de trouver le bon rythme pour qu'un regard puisse vraiment nous transmettre toutes ces émotions. Comme je le disais avant, la temporalité d'un regard, c'est aussi très important. Selon le temps que dure un regard, il peut prendre vraiment différentes significations. Un regard tendre et furtif entre deux inconnus dans le métro, c'est absolument pas comme un regard de quelqu'un qui te fixe avec insistance pendant tout un trajet. Et parfois, seuls quelques dixièmes de seconde peuvent changer complètement le sens d'un regard. Et donc pour un réalisateur, de réussir à aligner les planètes pour qu'à la fois l'acteur, le rythme, le cadre, l'histoire, la mise en scène, pour que tous ces éléments résonnent ensemble et donnent une profonde portée à un regard, ça relève vraiment du génie. Et pourtant, certains réalisateurs ont réussi ce tour de force. Ils sont même nombreux à avoir tenté de briser la règle du regard caméra au cinéma, qui est généralement à proscrire. Et certains, dans leur exploration du regard caméra, ont parfois réussi à capter cette force esthétique étrange qui peut émaner des yeux. Il y a vraiment certains films qui ont réussi à m'attraper, à subtilement briser cette limite invisible entre le monde de la fiction et de la réalité. Et cette incursion de la fiction dans le réel, elle se fait souvent pour le meilleur, avec des scènes tendres, pleines d'amour, mais aussi parfois pour le pire. Parce que c'est aussi intense quand un personnage malsain dévisage depuis l'autre côté de l'écran et que son regard réussit à percer au travers pour venir vous saisir. Je pense particulièrement au film Le Silence des agneaux. Dans ce film, on a le personnage d'Hannibal Lecter, qui est un tueur en série malsain, et on a beaucoup de plans où il nous regarde fixement à travers l'écran, avec une caméra épaule comme filmée en POV. Ça donne vraiment l'impression qu'il nous regarde directement dans les yeux. Et en fait, tout le film est construit comme ça pour accentuer le malaise. Si on fait suffisamment attention, on remarque que tous les personnages dévisagent Jodie Foster qui joue l'enquêtrice, et c'est vraiment perturbant. Et pour citer un regard caméra dans un tout autre genre, je peux pas m'empêcher de citer le regard à la fin du film Magnolia de Paul Thomas Anderson. Alors, c'est un plan qui est maintenant devenu iconique, beaucoup de gens en ont parlé. Je pense notamment au Fossoyeur de film qui l'a très bien décrit. Sans vous spoiler, ce plan apparaît vraiment au tout dernier instant du film et il vous saisit d'une manière si intense que le film reste forcément gravé en vous. En fait, il y a tellement de regards dans le cinéma qui ont marqué le public en réussissant à nous zapper dans la fiction sans nous prévenir. Et pourtant, c'est un pari assez risqué pour un réalisateur parce que mal interprété, ça peut créer au contraire une grande distance avec un personnage et nous sortir totalement du film. Mais après plus d'un siècle d'existence, le cinéma a forcément connu beaucoup de regards marquants. Et avec cette vidéo, je voulais aussi faire une petite compilation de tous ces moments intenses où un personnage réussit à entrer en nous à travers l'écran. Alors, l'exploration de ma collection de regards arrive bientôt à sa fin. J'espère que le voyage dans cette spirale artistique vous a plu et que cela vous a permis un peu d'ouvrir les yeux sur toute la force symbolique qui peut émaner d'un regard. Vous serez peut-être maintenant un peu plus attentif à tous les yeux qui peuvent vous épier à travers votre écran. Et sachez juste qu'en ayant regardé aussi longtemps mon obsession des yeux, elle aussi elle a regardé un peu en vous. À bientôt pour une prochaine exploration.